environ un an. Et puis, la table de concertation est devenue propriétaire de cet édifice-là autour des années 2000 et a transformé cette résidence-là avec un projet Axélogie, a fait en sorte qu'on ait une trentaine de places là, pour les aînés dans cette résidence-là. Puis on sait qu'en 98-99 également, pas longtemps avant l'achat de la résidence Youville, la table de concertation avait mené un projet de mise en place d'une résidence aussi de 17 places avec un projet axélogique qui s'appelle la résidence Lucien Godette. Fait que vous voyez, la table de concertation des personnes âgées du Témiscamingue, qui est formée généralement de 3 personnes par comité locaux dans toutes les municipalités du secteur nord, est, centre du Témiscamingue, bien, la volonté des aînés, c'était de développer un outil de participation sociale qui permettait aux aînés d'arriver avec des idées, des besoins, des volontés de faire pour développer des actions pour l'amélioration des conditions de vie des aînés. Puis, ces actions-là, principalement, ont été faites dans le but de faire participer les aînés aux décisions, donc à partir des volontés locales, des besoins qui étaient amenés au niveau local, on faisait une concertation sur les besoins, puis quand il y avait un besoin qui était généralement commun à l'ensemble des municipalités, on travaillait sur des projets communs qui étaient plus territoriaux. Il y a beaucoup de projets qui sont nés aussi de volonté locale dans chacune des communautés, principalement des projets qui visaient à rendre des services et puis à faire participer les gens à différentes activités dans chacune des paroisses, ce qui rend actif finalement la mobilisation des aînés sur le territoire du Témiscamingue. Et plus récemment, bien, la table de concertation a participé avec VADA à un projet avec l'Université de Sherbrooke, le secrétariat des aînés, qui visait à développer le concept Ville amie des aînés au Témiscamingue. Et le Témiscamingue faisait partie des 7 communautés pilotes du premier lancement de projet VADA, qui est devenu par la suite Municipalité amie des aînés, où chacune des municipalités là, pouvait participer en faisant des demandes. Là, pour l'objet, c'était en fait de mettre en place une politique pour la famille et les aînés. Mais un petit peu avant ça, il a existé le projet VADA au Témiscamingue, puis dans 6 autres communautés du Québec. Puis ça a permis à la table de concertation de faire justement un recensement des besoins au tournant des années 2008-2009 pour évaluer que, en fait, à partir des focus groups qui ont été faits avec les aînés de 65, 74, 75 et plus, que l'accompagnement sur le territoire, sur le grand territoire du Témiscamingue était la priorité numéro 1. Vient pas trop loin derrière l'importance de développer de l'hébergement, des services d'habitation là, adaptés aux besoins des aînés un peu partout sur le territoire. Et on a vu cette offre de service-là aussi se développer par l'implication des aînés du territoire. La conclusion, en fait, du projet VADA, 5 ans plus tard, c'est on est toujours à travailler pour à s'assurer que l'habitation au Témiscamingue devienne la priorité numéro 2, c'est-à-dire qu'après avoir tout fait pour accompagner nos aînés à domicile avec le concours du CLSC, avec l'entreprise, avec le service d'accompagnement, bien, c'est sûr, l'hébergement devient inévitable pour les personnes en plus grande perte d'autonomie. Et on veut s'assurer que ces services-là soient adaptés, mais aussi accessibles financièrement. On entendait justement ce matin aux nouvelles le flot de demandes qui sont faites à la RAMQ actuellement de personnes aînées qui veulent avoir accès au CHSLD et les difficultés que ça pose pour l'accessibilité des aînés dans les CHSLD. Donc, toute l'offre de services privés, communautaires, coopératifs qui est en train de se développer au Québec au tournant des années 2000-2005, on voit depuis quelques années un ralentissement de ce développement-là parce que les outils de développement ne sont plus là. On parle à ce moment-là des projets Axélogie où les demandes pour l'hébergement, pour développer des services, pour construire des résidences ou adapter des résidences existantes, demandent des investissements considérables des milieux. On parle à la hauteur de 500 000 d'apport d'un milieu, comme le Témiscamingue, par exemple, où on a 16 000 de population. C'est vraiment difficile d'avoir accès à ce genre de programme-là. La maison Lucien Godette s'est développée, je vous disais, au tournant des années 2000. À ce moment-là, la hauteur de financement qui était exigée dans le programme était de 100 000 $.
Ce qui a fait que les deux projets ont pu lever avec des contributions du milieu, avec des contributions qui venaient des communautés religieuses, particulièrement des sœurs Charité d'Ottawa, qui étaient propriétaires de la résidence Youville à l'époque. Pour ce qui est de Lucien Godette, qui est une résidence qui a entièrement été construite neuve par la table de concertation, ben, c'est un 100 000 qui a été levé dans le milieu avec des dons qui venaient des municipalités, des organisations charitables à travers tout le Québec. Donc, je vous dirais qu'actuellement, la table de concertation des personnes âgées gère différents projets, que ce soit des projets de prévention en abus-violence, en bien-traitance, une ligne téléphonique qui permet aux aînés d'appeler pour avoir des informations sur les services ou de discuter avec quelqu'un pour avoir de l'aide ponctuelle. C'est sûr qu'il y a beaucoup de collaborations au cours des ans qui ont été développées avec les services d'aide à domicile du centre de santé. C'est sûr qu'avec les grands changements qu'on vit actuellement, tout ça disons, l'interconnexion, les liens sont à recréer. Il y a des personnes différentes, les gens ont changé de chaise, il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées dans l'organisation. Donc, tout ça est en train de se reconnecter lentement, mais on est bien confiant que le CISAT va continuer d'être un partenaire important pour notre table des aînés. En gros, moi, le rôle que je joue comme organisateur communautaire, ça a été d'accompagner cette table de concertation-là, soit par l'animation ou par le travail sur différents projets avec les gens de la table, que ce soit des bénévoles, que ce soit la permanente de l'organisme. Les accompagner, d'offrir une aide, que ce soit de l'animation, de la structuration de projets, des présentations de projets, de l'animation dans les communautés, l'animation des assemblées générales, l'intervention qui pouvait se faire aussi en communication de la table, l'organisation des différentes actions qui étaient menées. Actuellement, une action qui est en cours pour vous situer puis conclure un peu là-dessus. Vous savez que le projet d'accompagnement des aînés visait, dans le fond, à installer de façon permanente un service d'accompagnement sur le territoire du Témiscamingue. Actuellement, la difficulté qu'on a vécue, c'est que sur un grand territoire rural, vous vous doutez que le service de taxi était très déficient. Sauf que dans les dernières années, l'année où les projets ont été demandés au niveau de l'accompagnement, il y a des licences de taxi qui ont été accordées, une en particulier. Cette personne-là a porté plainte au niveau du ministère des Transports en disant que c'était un service qui était en compétition, etc. Vous savez, à travers le Québec, les services d'accompagnement sont développés un peu partout, beaucoup dans les centres d'action bénévoles, beaucoup dans les organismes de personnes âgées. Et la plupart de ces organismes-là font ça de façon bénévole et les bénévoles sont dédommagés par des frais de kilomètres. Pour ce qui est de la table de concertation, l'audace qu'a eu la table, c'est de travailler avec les travailleuses de la table, les former. Actuellement, on a plusieurs travailleuses qui sont formées en nutrition, qui sont formées en déplacement sécuritaire des bénéficiaires, qui sont formées aussi pour détecter les problématiques qui sont d'abus ou de violence qui sont faites auprès des aînés. Donc, dans le parcours, le transport qui est fait ou l'accompagnement, ces personnes-là étaient formées pour accompagner les aînés à l'épicerie, pouvaient jaser puis détecter peut-être des problèmes que pouvaient vivre les aînés et les référer. Et pouvaient aussi les conseiller pour les déplacements qu'ils ont à faire au niveau de circuler, que ce soit au niveau des autos, que ce soit au niveau du transfert des personnes, l'aide à la marche aussi. Donc, ces personnes-là étaient habilitées à faire ces déplacements-là. Ce qu'on a présenté dernièrement au ministère des Transports, avec l'accord du ministère des Transports de la région et avec l'appui de la table régionale des aînés, c'est un projet qui permettait la continuité de ce projet-là, en se disant que nos travailleuses au niveau de la table, je dis nous, je fais partie aussi du conseil d'administration de la table à titre non votant, mais comme organisateur communautaire. Je dis nous parce que, en fait, ce qu'on voulait signifier au ministère des Transports, c'est que tout le transport qui serait fait sur le territoire va être fait de façon bénévole, avec des dédommagements au niveau du kilométrage. Puis le service d'accompagnement qui est prévu dans le panier de services des entreprises d'économie sociale serait fait par les travailleuses là, qui ont été formées par la table. Et ce projet-là a été déposé à CADA. Et on est en démarche actuellement de mobilisation des aînés pour demander à ce qu'il y ait du financement qui soit accordé. Donc, on est en recherche d'appui encore pour relancer ce dossier-là.
Et il y a une pétition actuellement qui circule sur le territoire, une pétition qui a été lancée par le conseil d'administration de la table de concertation des aînés. Vous allez en entendre parler un peu plus là, au courant des prochains mois. Fait que je m'arrête un peu là-dessus. Je ne vais pas prendre trop de temps. Ça fait quand même un petit moment que je parle. Moi, je voudrais vous entendre. Dans le fond, l'intérêt de ce matin, c'était de voir chez vous, sur vos territoires, la place des aînés, quelle place ils prennent. On sait qu'ils sont habituellement très actifs dans les petites communautés rurales. Est-ce que c'est la même chose dans les villes? Est-ce que c'est la même chose en milieu urbain? Est-ce qu'on les sent encore présents, très actifs? Quels sont leurs besoins? Comment vous évaluez comme agent de développement, comme organisateur communautaire? Comment vous évaluez leurs besoins actuellement? Leur situation socio-économique? Est-ce que c'est des gens qui contribuent encore dans vos communautés? Puis, deuxième question, mais les projets qui sont menés dans vos territoires, est-ce qu'il y a des projets en cours? Est-ce que l'intergénérationnel, c'est encore présent dans vos projets? Est-ce qu'il y a des actions que vous menez personnellement là, comme agent de développement avec les aînés? C'est un peu cet échange-là qu'on voulait avoir ce matin. Je laisse la parole aux gens. Si vous avez des questions sur ce que je viens de vous dire, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'on est ici pour échanger sur nos différentes réalités. Puis j'aimerais ça vous entendre à ce sujet-là. Je m'arrêterai ici. Puis je vais laisser peut-être Gaston ou Vita relancer les gens et suivre l'évolution des mains là, pour pouvoir m'aider à répondre à vos questions ou à entamer une discussion sur le sujet. Je vous laisse la parole. Alors voilà, merci Jacques. Qui est prêt à prendre la parole pour donner suite aux questions que Jacques a posées? On lève la main puis on y va, il n'y a pas de... J'aurais tendance à pouvoir peut-être lancer une question à France. Est-ce qu'il y a une politique de la famille et des aînés après ça, si je ne me trompe pas, France? France ne semble pas m'entendre. Alors, Karine ou Martine, vous avez le goût de vous exprimer sur la présence et les actions des aînés? Martine, on t'entend? N'oubliez pas d'activer votre micro avant de prendre la parole. Je sais que Karine, elle a quelque chose qui se passe intéressant dans ses quartiers. Elle disparaît. Alors, Martine, on t'écoute. France ou Martine, ou Karine qui vient de revenir. Là, est-ce que vous m'entendez? On t'entend, Martine. Vas-y. Oui. Ah, c'est bon. Mais moi, c'est pas ma. Mon Dieu, je m'entends résonner. C'est pas ma clientèle au niveau des personnes âgées. Je suis venue ce matin parce que je voulais un peu voir là, au niveau table de concertation. Moi, j'anime plus une table de concertation au niveau violence. Fait que je voulais voir un peu, je trouve ça intéressant, genre que toutes les démarches que vous avez faites, et souvent c'est à partir des tables de concertation qu'il y a des projets intéressants qui viennent. En tout cas, vous avez travaillé fort là-dessus. Et moi, c'est sûr que j'ai un dossier aussi qui est au niveau prévention suicide sentinelle. Fait que c'est certain que par rapport à la problématique des aînés, au niveau du taux de suicide, il est quand même assez élevé. Plus que les baby boomers vieillissent, plus que le taux de suicide suit un peu avec ça. Fait que c'est certain que moi, j'ai un désir de beaucoup former les gens plus là, au niveau de développer des sentinelles par rapport à la problématique là, pour être plus proche au niveau des aînés. Mais ça aurait été plus Sophie sur notre territoire qui aurait pu vous parler de qu'est-ce qui se passe sur notre terrain.
Il y a Karine, que son micro est ouvert. Je ne sais pas, Karine, tu fais des choses de ton côté? Oui, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on Oui, t'entend. on t'entend très bien. Parfait. Dans le fond, moi, c'est sûr que je vois que ce soit au niveau des aînés ou des organismes, là, si je pense aux âgeurs, etc., comme partout ailleurs, il semble y avoir encore beaucoup d'implications, mais toujours un défi de recrutement, recherche de bénévoles. Sur un autre ordre d'idée, dans mes quartiers, l'année dernière, il s'est fait une recherche qui avait été parrainée, dans le fond, par la Bastide des aînés, qui visait à faire une recherche au niveau des territoires de Baudry, Bellecombe, Cloutier, Anfield, Relais, Montbéliard. C'était un projet pilote qui se voulait, dans le fond, à faire l'identification des besoins des aînés qui vivaient dans les quartiers. Dans le fond, il y a des agents de recherche qui ont sillonné là, ces territoires-là pour à la rencontre des aînés, pour essayer de voir, là, selon les besoins, là, dans le fond, qu'est-ce qui était répondu, qu'est-ce qui n'était pas répondu, puis il en est sorti, dans le fond, un rapport de recherche là, où il y avait divisé celui-ci en sections concernant bon, les courses et les rendez-vous, les tâches domestiques, les tâches de la vie courante, la sécurité sociale, la sécurité et le social, coût de service, démographie, intérêt des participants. Une fois qu'ils ont eu sondé, dans le fond, ils ont rencontré, comme je disais, les aînés des quartiers, ils ont rencontré plusieurs organismes, des quartiers ou non, dans le fond, qui offraient des services. Puis, ensuite, ils ont retourné l'information lors de rencontres aux aînés, aux organismes. Là, ils ont présenté vraiment les résultats de la recherche. Est-ce que mon Internet a encore planté? Non, on t'entend bien, Karine. Est-ce qu'il y a des éléments de résultats que tu as en tête que tu pourrais nous livrer? Ben écoutez, c'était quand même assez large, là. C'est sûr que il y avait, comme vous disiez, là, au niveau du transport, là, c'était ressorti aussi, puis que c'était notamment en rural un facteur qui influençait beaucoup, là, dans le fond, sur le maintien des personnes dans leur milieu, dans leur maison, tant qu'ils étaient capables de se déplacer, là. Sinon, ben c'est sûr que ça devenait un facteur qui pouvait faire en sorte, là, qui ne demeurait pas à domicile, là, dans le fond. D'accord, merci. Est-ce que France, tu nous entends? Est-ce que tu aurais ajouté quelque chose par rapport à personnes âgées à Pressac ou sur le territoire Abitibi? J'ai l'impression que France ne nous entend pas. Est-ce que Karine, de quel territoire tu es? Quelle communauté? Au niveau de la recherche, c'était le secteur sud-ouest là, qui était comme un projet pilote, là, dans le fond. Fait que c'était Baudry, Bellecombe, Cloutier, Anfield, Relais, Montbéliard qui ont été visités. Okay. Puis là, tu sais, c'est sûr que j'ai été informée, bon, de la démarche, tout ça, mais j'étais pas non plus au niveau de la recherche. Fait que c'est certain que je pourrais peut-être vous référer à l'organisme là, qui a parrainé le projet si jamais vous avez des questions plus pointues. Ben, concernant peut-être, Karine, l'accompagnement, là, au Témiscamingue, dans le phare du projet entre 2008, je te dirais, et 2014, là, on avait une moyenne à peu près de 400 personnes âgées qui faisaient des transits, qui étaient accompagnées par les préposés à domicile formés que je parlais tantôt. Là. Puis, on remarquait que la plupart des aînés avaient autour de 80, 75, 80 et plus. Là. Puis beaucoup d'entre elles avaient plus de permis de conduire ou ne conduisaient plus l'hiver ou le soir ne conduisaient plus. Donc, au niveau de leur soutien à domicile, leur capacité de rester à domicile, on se rendait compte que moins ils se déplaçaient pour leurs activités quotidiennes, pour les activités sociales, pour les activités familiales. Plus ils étaient en difficulté, plus leur autonomie diminuait. Et au contraire, quand on les assistait dans leurs déplacements, ils continuaient à aller faire les emplettes, soit à la pharmacie, à l'épicerie, les rendez-vous de toutes sortes. Là. Quand ils étaient accompagnés pour le faire, ils continuaient d'être actifs, ils continuaient de discuter et d'échanger avec les gens avec lesquels il y avait à communiquer pour recevoir soit leurs services, échanger.
Puis il y avait aussi des activités qu'on organisait où le transport, l'accompagnement était là. Et ça permettait justement une offre d'activités qui était correspondante au nombre de personnes qui étaient disponibles et qui pouvaient être accompagnées pour les événements. Fait que ça contribuait, nous autres on considérait, puis on considère encore, là, que ça contribue beaucoup. C'est comme ça a un effet domino. Quand on a l'accompagnement des aînés qui sont plus en difficulté au niveau de se déplacer sur un territoire qui est rural, là, quand on offre ce genre de service-là, on les maintient beaucoup plus actifs, les gens sont beaucoup plus actifs, demeurent impliqués, et il y a beaucoup de gens qui sont capables de contribuer encore, dans la mesure où on est capable de les amener à être présents dans nos activités, puis à participer, à discuter, à échanger avec les gens avec lesquels ils sont en activité. Fait que, en gros, là, c'est un dossier, nous autres, qu'on a priorisé sur le territoire à partir de 2008-2009, sur lequel on travaille pour des solutions là, plus permanentes, puis on a beaucoup de travail encore à faire. Et on constate aussi que partout à travers le Québec, il y a beaucoup de travail qui est en train de se faire pour faire reconnaître l'importance de ce service-là. Puis curieusement, pour finir, là, le ministère de la Santé et des Services sociaux le reconnaît dans le panier de services. L'accompagnement aux courses, c'est prévu dans le panier de services des entreprises d'économie sociale, mais le ministère des Transports ne reconnaît pas l'accompagnement comme un service distinct des services de transport que la loi des taxis régit. C'est tout le problème qu'on entend parler depuis un bout de temps, aussi avec Uber, puis c'est ce genre de service-là où on a à trouver une façon au Québec de rendre ça accessible aux aînés, financièrement surtout, parce que les courses sont longues sur des territoires ruraux, puis en taxi, il n'y a pas personne là, de 65 ans qui peut se payer une course en taxi, par exemple, de Belle-Terre à Ville-Marie pour l'hôpital. Donc, pour des rendez-vous en spécialité ou pour se déplacer pour d'autres raisons. Fait que c'est sûr que ça demeure, nous, dans les communautés rurales, une priorité très importante. Puis vous, au niveau du déplacement, c'était-tu, comme vous disiez tantôt, des bénévoles au niveau des centres de bénévolat puis tout ça, ou c'était des gens qui étaient rémunérés? Bien, de façon générale, je te dirais, avec les comités locaux de la table de concertation, on avait un petit montant de la subvention PESOC que la table reçoit depuis fort longtemps. Donc, je parlais des années 80. Là. Avec le montant qu'ils recevaient, on le divisait à travers les 17 collectivités locales. Ça faisait à peu près 500, 700, 800 $ par année. C'est avec ce petit budget-là qu'on payait du kilométrage à des bénévoles. C'est encore ça qui se fait, compte tenu qu'il n'y a plus de services organisés là, au niveau du territoire. C'est les comités locaux qui s'allient avec des dédommagements par kilométrage à des bénévoles. Mais comme les besoins sont très importants, hein, avec le vieillissement de la population, les besoins ça augmente d'année en année. Il y a de plus en plus de personnes qui ont de la difficulté à se déplacer parce que leur autonomie est difficile, puis ils n'ont plus de véhicules, plus de permis de conduire, donc il y en a plus de besoins, plus de demandes. Puis les comités locaux ont de la difficulté à répondre à l'ensemble des besoins. Donc, oui, il y a l'alternative des dédommagements au kilométrage à des bénévoles, mais ce qu'on se rend compte avec les années, c'est que les bénévoles qui faisaient le transport, c'est beaucoup des gens de 70 et plus. Des gens qui ne sont plus actifs, qui ont besoin eux-mêmes de transporter maintenant. Donc, avec les années, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de relève bénévole. Comme tu le disais tantôt, c'est difficile de recruter des bénévoles qui vont mettre du temps 2, 3 fois par semaine pour transporter des aînés, parce que c'est à peu près ça. Là. Si on a des bénévoles en nombre, il va y avoir moins de déplacements par personne, mais si on n'a pas beaucoup de bénévoles dans nos communautés pour le faire, bien, c'est très exigeant pour les bénévoles. C'est ça qu'on constate dans nos communautés rurales. Des défis similaires, là, dans le fond, c'est ça. Ici aussi, là, c'est pas toujours évident là, au niveau du bénévolat. Oui. Merci. J'en lancerai peut-être, Martine. Je sais que pendant quelques années, Martine, il y a eu un thème qui était à l'avant-scène des comités de prévention suicide, qui était la prévention suicide chez les aînés. Quel lien tu peux faire, Martine, entre travailler en amont, là, comme on fait avec nos tables de concertation, puis lien que tu peux faire avec l'isolement des aînés, puis le fait que les aînés vivant seuls
pouvant moins sortir de leur maison, isolés l'hiver, le soir, les gens, s'ils ne sont pas accompagnés, ne sortent plus. Comment tu vois la situation? Est-ce que vous avez des données ou des expériences ou des choses qui vous sont racontées qui vous permettraient de dire, ben oui, en prévention suicide, par exemple, on sait que les problèmes que les aînés vivent, les voilà, puis si on travaillait plus en amont, on préviendrait beaucoup de situations qui sont irrémédiables, là. Donc, je ne sais pas, Martine, comment tu vois ça? Je sais que tu as travaillé beaucoup avec, c'était des priorités au niveau régional puis national, là, les aînés, au niveau de la prévention du suicide. Ben, dans le sens que j'ai pas nécessairement de recherche, parce que je ne suis pas une fille je m'appuie sur les recherches, mais qui retient les recherches, mais c'est évident, c'est plus peut-être mon expérience et qu'est-ce que j'observe, c'est évident que si on travaille en amont, exemple le transport, exemple accompagner les gens pour qu'ils restent plus longtemps à domicile. Tu sais, on ne se cachera pas que les bébés boomers ont été beaucoup élevés. Là, tu sais, il y a eu beaucoup de revendications au niveau syndical sur la qualité de vie versus tu sais, des conditions de travail. Fait que ça a une répercussion par rapport à leur choix, à la continuité, à vouloir continuer à se battre. Fait que si on se retrouve avec des aînés qui ont moins de qualité de vie, qui n'ont pas l'impression d'être utiles à la société, d'être pesants pour leur enfant, il y en a qui n'en ont pas. Hein, on a des familles plus petites aussi, de plus en plus. Fait que c'est certain que tout ça a un impact sur, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit quand les personnes appellent ou qui ont des idées suicidaires. Fait que c'est certain, en tout cas, moi, je pense qu'au niveau du transport, accompagnement, il faut qu'on continue là-dedans pour toute la qualité et la dignité. Puis là, on a beaucoup de débats aussi sur mourir en dignité qui est soulevé par rapport à ça. Fait que, tu sais, toutes les maladies, qu'est-ce qu'il y en a, c'est sûr que les gens vont être plus suicidaires. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Jean. Oui, ben dans le fond, on aborde cette discussion, un échange. On n'est pas, tout le monde ici, là, autour, on n'est pas des chercheurs. Je pense que Karine, vous avez fait un travail aussi pour aller comprendre un peu qu'est-ce qui se passe sur les territoires chez vous. Puis, en fait, ce que vous relevez, c'est un peu des besoins semblables. Puis, la mobilisation des aînés, est-ce qu'elle sera là? Est-ce qu'il y a une volonté ou une capacité dans vos milieux de mobiliser les aînés pour qu'ils soient au cœur de ces actions-là chez vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les orientations que vous voulez donner? Est-ce qu'il y a des gens des agents de développement actuellement qui sont sur place, qui peuvent donner un petit coup de main? Les municipalités sont-elles actives à ce niveau-là? Ben, je sais qu'il y a une table. Je sais qu'il y a une table des aînés, c'est Sophie qui anime cette table-là. Elle a l'air d'être quand même assez active sur notre territoire. Il y a sûrement des gens un peu qui sont impliqués. C'est sûr que là, tu sais, je ne sais pas. Je ne suis pas capable de répondre à ça. Je ne suis pas assez au fait là, de ce dossier-là. Moi, j'ajouterais, Jacques, et là, je vais un peu à côté, là, mais dans l'exercice qu'on a fait avec les tableaux de bord des communautés, dans une vingtaine de municipalités différentes, la présence des aînés était très significative. Oui. Et très intéressée. J'ai trouvé que le niveau de participation des aînés à ces réflexions et à des pistes d'idées était importante. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'actions dans le territoire qui permet la présence des aînés. Et pour les fois auxquelles j'ai assisté, je les ai sentis, ceux qui étaient présents, très, très intéressés, très participants et très volontaires. Et ça, je pense que c'est important parce que ça valorise justement l'expérience qu'ils ont et l'occasion qu'ils ont aussi de rencontres et d'expression d'idées. J'aimerais peut-être entendre Vita aussi par rapport à Cadillac et les aînés. Je suis convaincu qu'elle a une expérience là, intéressante. Moi, j'aimerais l'entendre un petit peu sur le sujet. Oui, bien, c'est sûr que nous avons oui. beaucoup de personnes âgées qui participent à la vie collective.
Nous autres, on n'a pas vraiment rien qui s'adresse uniquement aux aînés. On a plusieurs projets. J'en ai 2 projets actuellement qui s'adressent aussi aux aînés. Puis je pense que approvisionnement en protéines sur le territoire progressivement un service de approvisionnement en protéines. C'est de la viande récupérée des supermarchés qui est transformée et congelée et ça suit une chaîne tout le temps sous froid. Là. Il est suivi tout le temps. C'est toujours congelé puis gardé à une température correcte. Alors, ça, c'est vendu à des prix réduits à des personnes aussi, des personnes âgées, mais des personnes à faible revenu. L'autre projet, c'est un projet qui est naissant, c'est la Maison des jeunes qui travaille sur l'intimidation. Puis, ils se sont dit que l'intimidation, c'est pas juste eux autres qui en vivent, les personnes âgées aussi peuvent vivre l'intimidation. Alors, ils vont faire des activités qui vont inclure toutes les couches de la société, toutes les couches de notre quartier. Donc, ils vont faire des activités pour les plus jeunes, mais ils vont aller directement dans la HLM ici à Cadillac. Ils vont discuter avec les personnes âgées sur comment eux autres ils vivent ça, s'ils ont des exemples à leur donner, puis comment ils trouvent des solutions. Fait que ça, c'est intéressant parce que c'est un projet qui vient vraiment des jeunes, puis qu'ils ont pensé à inclure les personnes âgées. Je pense qu'on a fait un bout là, sur l'intergénérationnel quand vraiment ça vient d'eux autres mêmes. Ouais. Oui, Karine veut intervenir. De notre côté, on a eu l'apport de notre présidente là, au niveau de la table, Mme Leblanc, là, qui a fait une tournée des écoles secondaires. Je me souviens sur un projet où il y a eu des échanges avec les jeunes secondaires sur les valeurs d'antan, les valeurs d'aujourd'hui, la situation d'antan par rapport à la situation d'aujourd'hui. Un échange avec les jeunes qui était fort intéressant. Puis c'est toujours comme une situation intéressante de voir les échanges, parce que entre les jeunes et les aînés, il y a quelque chose il y a une connexion qui se fait. Il y a comme une présence de besoin qui peut être un peu semblable. Quand on parlait tantôt de se déplacer, de la capacité de se déplacer sur un territoire, pour les jeunes, c'est aussi compliqué là, en milieu rural de se déplacer sur le territoire que ça peut l'être pour un aîné de 80-85 ans. Là-dessus, ils se rejoignent beaucoup. La capacité des lieux de rencontre aussi pour les jeunes, les lieux de rencontre pour les aînés, bon, on connaît les clubs de l'âge d'or, mais ce n'est pas tous les aînés qui sont à l'aise d'aller dans les clubs de l'âge d'or. Puis il y en a beaucoup qui vont se déplacer pour voir à leurs activités quotidiennes, puis ils vont faire des contacts sociaux par le fait qu'ils ont eu accès à de l'accompagnement. C'est la même chose pour les jeunes, dans la mesure où on peut leur fournir un service de transport, où on peut leur fournir le transport pour qu'ils puissent se déplacer pour les activités. Puis de façon sécuritaire aussi, parce qu'on sait que dans beaucoup d'activités dans nos villages, des événements qui sont organisés, si on avait un transport qui permettait le retour des jeunes en sécurité, ça serait gagnant. Puis même chose pour les aînés quand c'est le temps de se déplacer l'hiver ou le soir, les fins de semaine, pour des activités. Donc il y a comme, à ce niveau-là, on pourrait voir à d'autres niveaux, il y a des choses qui sont où les jeunes et les aînés se rejoignent. Sur les conditions socio-économiques également. On sait qu'une personne de 85 ans, une femme seule qui vit à domicile, qui reçoit le supplément de revenus par rapport à un jeune qui a de l'argent de poche, qui travaille au dépanneur, bien, il y a quelque chose là aussi qui se ressemble. Il y a des communautés de destin, on dirait, entre ces deux strates de la population-là. Puis quand ils se connectent, quand les jeunes et les aînés échangent sur ces sujets-là, ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup en commun. Puis on devrait, oui, effectivement, travailler un peu plus sur des projets, comme tu disais, Vita, où les jeunes sont impliqués avec les aînés. Je pense que c'est gagnant, puis ça peut faire du chemin. Merci, Jean. Karine a demandé la parole. Karine, je te laisse la parole.
Mais dans le fond, je voulais faire effectivement un peu de pouce sur ce que Vita a dit. Puis moi, je pense que l'intergénérationnel est encore très d'actualité. J'ai des beaux exemples, moi aussi, dans mes secteurs de projets intergénérationnels. Si je pense, dans le fond, nous, on a aussi la Bastide des aînés qui s'est implantée à Baudry, qui est comme juste en arrière de l'école. Fait que c'est sûr que les jeunes de l'école, ils ont des projets, disons, de plantation. Ils font pousser des plants, je pense à la maternelle, dans le classe. Puis après ça, ils viennent ici à la Bastide les planter dans les plates-bandes en faisant une activité avec les aînés. Fait que c'est vraiment intéressant. Ils ont aussi participé à la journée manchante. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce projet-là. Dans le fond, c'est d'inviter des jeunes à aller chanter dans les résidences pour aînés. Ça se passe une fois l'an. On peut aller sur le site Internet de la journée manchante. Ils donnent accès à des chansons des lyriques de chansons que les aînés connaissent pour que les enfants puissent les apprendre. Donc, cette année, l'école a participé à ça. Ils sont allés chanter à Bastide. Fait que ça a fait vraiment une belle activité intergénérationnelle où les deux étaient vraiment contents. J'ai aussi, moi, chaque année à Bellecombe, il y a la fête des voisins qui est organisée par la Corporation de développement du secteur qui va rejoindre les fermières, les gens de la bibliothèque, tout ça. Donc, tous ces gens-là se rencontrent lors de cet événement-là, font des kiosques, fait que les jeunes, c'est sûr, ils dégustent les desserts des fermières, puis ça fait effectivement des beaux échanges intergénérationnels. Fait que c'est sûr que je crois que c'est d'actualité, puis qu'effectivement, chacun y gagne. Puis, je rajouterais, on oublie souvent aussi, parce que c'est rendu, comment je pourrais dire, très implanté, mais les brunchs de l'âge d'or qui viennent jusqu'à un certain point remplacer nos perrons d'église, si on veut. Là, il y a beaucoup d'échanges intergénérationnels qui se font là, puis je pense que ça, c'est vraiment gagnant aussi. Oui, très intéressant. On voit justement dans la communauté rurale beaucoup, je pense à Rimini, à Béarn, entre autres, où j'ai pu participer. Là. Il y a puis à Saint-Bruno-de-Guigue aussi, des repas là, organisés par les clubs Blanche d'Or ou par des aînés, là, où toute la communauté est invitée, puis on voit les familles arriver avec leurs enfants, puis les échanges se font de façon naturelle. Des fois, il y a des personnes ressources, des fois, il y a des gens qui viennent présenter des sujets, des fois pas, des fois, c'est de la musique. J'ai déjà vu à certains endroits des jeunes jouer en groupe, là, un petit groupe de musique de jeunes jouer devant les aînés. C'est des activités qui permettent le contact intergénérationnel, mais aussi à la communauté de se rassembler dans un lieu commun là, où on voit les jeunes du village là, se mettre en action. Puis c'est toujours intéressant de voir qu'il y a encore un intérêt pour des activités communautaires intergénérationnelles. On ne les appelle pas comme ça nommément. Souvent, c'est des activités qui sont organisées depuis très longtemps dans les villages qui maintiennent une vie communautaire active dans nos petits villages ruraux. C'est des lieux, justement, où on peut, en contactant ces personnes-là, voir un peu de quelle façon on peut soutenir là, des activités autres que celles de faire un repas. Souvent, on a l'occasion d'être invité et d'aller parler d'un thème. On ressort de là des fois avec des gens qui ont fait contact puis qu'on revoit par la suite puis qui nous parlent de projets ou d'idées de projets. C'est aussi simple que ça, mais c'est aussi important, c'est la présence puis le lien qu'on crée avec ces gens-là. Puis les liens qu'ils créent entre eux, c'est qui permettent là, de voir à développer des projets qui sont à l'échelle de la communauté. Là, et qui répondent à des besoins de recréer des liens, de faire un pont entre les générations comme tel. Merci bien. Le temps passe. Pardon? Moi, j'ai une rencontre, justement, j'ai une assemblée générale avec la CDC. L'assemblée commence à 10h, mais je les avertis que je serai là plus tard là, ce matin. Mais je voulais juste vous remercier tout le monde. Vita, particulièrement, et Gaston d'avoir comme pris soin de tout connecter, de voir à ce que tout le monde soit bien connecté. On n'a pas une grosse participation, mais je pense que ça a été intéressant d'échanger avec les personnes qui sont là. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Puis moi, c'est un thème qui me tient à cœur. Fait que si on a comme le goût d'échanger à nouveau,
moi, je lève la main présent, là, s'il y a des choses sur lesquelles, des sujets, des thèmes, des actions sur lesquelles vous voulez échanger, un partage d'expérience, quoi que ce soit, ben, gênez-vous pas, moi, je vais toujours me nommer présent par rapport à ce genre d'activité-là, particulièrement au niveau des aînés. Mais donc, merci encore de votre participation, puis je vous souhaite toute une bonne journée. En même temps, ça pourrait être un beau thème pour un prochain forum de communauté. Ça pourrait être aussi une belle façon de réunir des gens puis d'aller plus loin un peu dans ce qu'on vient d'échanger. Je trouve ça très pertinent et intéressant. J'aimerais quand même avoir votre avis avant que vous quittiez par rapport au prochain VIA. C'est-à-dire que nous, on a pensé finalement maintenir les VIA pendant les vacances parce qu'il y a du monde qui travaille, parce que parmi les 100 quelques membres, il y en a peut-être que ça peut être intéressant, je suis au bureau puis je suis prêt à participer. Mais avant de rendre ça officiel, j'aimerais avoir votre avis et j'ai notamment Sarah Lemire qui voulait vous entretenir ou entretenir les membres intéressés de qu'est-ce que c'est que Fusion Jeunesse et qu'est-ce que ça fait et pourquoi c'est là et quelle sorte de contribution les membres pourraient avoir à la réalisation des objectifs de Fusion Jeunesse. Alors, je vous laisse y aller pour votre intérêt à savoir est-ce qu'on continue aux 15 jours le VIA sans l'arrêter durant l'été. Moi, je trouve que pourquoi pas. Dans le fond, on pourrait peut-être y continuer. C'est juste qu'il va falloir voir. Regarde, ce matin, on était quand même à cause de la date ou c'est à cause du thème. En tout cas, moi, je pense juste 3 semaines. Fait que oui, ça continue, puis je devrais continuer à être présente. Merci, Martine. Pour peut-être faire un petit peu de pouce sur ce que Martine disait, y aurait-il lieu de faire peut-être un doodle ou s'assurer peut-être une présence parce que là, oui, c'est libre de connexion, mais c'est sûr que plus on est possibilité de gens, plus les échanges sont intéressants, ça l'ajoute. Ben, moi, je trouve l'idée intéressante d'utiliser Doodle pour lancer le thème. Je ne sais pas si les gens utilisent beaucoup le site. C'est clair qu'on peut lancer des appels sur le site, là, mais je sais que dans la tournée, moi, je n'ai pas pu être là la semaine dernière, Gaston, mais est-ce que la majorité des gens sont à l'aise d'aller sur le site pour lancer des invitations? Est-ce que Doodle pourrait, comme tout le monde connaît Doodle, est-ce que ça serait une bonne façon? Est-ce que là, on travaille trop en parallèle de ce qu'on veut faire avec le site? Je ne sais pas, là, je pose la question. C'est sûr que c'est un moyen que tout le monde connaît, là, Doodle. Et en même temps, corrigez-moi, chacun reçoit sur son courriel une invitation pour participer au prochain VIA la semaine précédente. Est-ce que tout le monde le reçoit? Et est-ce qu'un Doodle va être plus efficace? Parce que dans le fond, vous avez l'invitation, vous avez le lien pour vous connecter lors de l'activité. À moins que vous me disiez que vous ne recevez pas l'invitation et le rappel de l'invitation quelques jours avant. Moi, personnellement, je reçois l'invitation. Dans le fond, c'était peut-être plus pour vérifier les disponibilités versus la plage horaire. J'ai pas de problème. Là. Je connais pas honnêtement toute la puissance et les capacités du site de Communat. Ça pourra peut-être être lancé via Communat plutôt que Doodle, mais peut-être que la plage horaire du mardi matin qui avait été déterminée qu'on vient peut-être moins maintenant. Il y a eu de la mouvance au niveau des membres, etc. Mm-hmm. Alors, le Doodle pourrait être utilisé juste pour davantage pour faire un sondage sur quelle serait la meilleure journée de la semaine pour convoquer notre conférence en ligne. Je vais être obligée de vous quitter. Ben, moi, je pense que moi, je vais être présent la prochaine fois, c'est sûr. En même temps, la prochaine, ce ne sera pas mardi. Merci. Parce que le 28, le comité de coordination est déjà en rencontre. Alors, ce serait probablement le 29. Mercredi. Et en même temps, ça nous permettra de faire un essai pour un mercredi. Ben, moi, je peux vous dire que le mercredi le 29, ça va pour moi.
Mais c'est sûr que les mardis, c'est plus facile, mais il va falloir faire attention pour ne pas changer de date. Parce que moi, dans le fond, je les avais comme mis dans mon... Tu sais, quand on va décider une date, je pense qu'il va falloir la maintenir là pour prendre dans l'habitude. Oui, ce sera exceptionnel là, si jamais ça se produit. Mais écoutez, je retiens l'idée de... Ben, moi, Excuse-moi, vas-y. oui, allez-y. Oui, Jacques. OK. Ben, de mon côté, je trouve aussi que la date du mardi, c'est de la maintenir le plus possible. Là, c'est exceptionnel la semaine prochaine, là, mais effectivement, moi, je vais tenter de bloquer ça là, le plus possible pour être présent. Puis, concernant les thèmes, c'est sûr qu'on peut utiliser le site, puis, mais je trouve pas l'idée mauvaise. La personne, par exemple, qui est identifiée, je pense, la prochaine rencontre là, avec Fusion Jeunesse, peut-être que la personne qui amène le thème, qui est responsable du thème, peut utiliser Doodle pour voir qui va être présent, savoir un peu là, le nombre de personnes. Puis, si cette personne-là veut utiliser Doodle, moi, je trouve que c'est une bonne idée pour s'assurer d'un certain nombre de présences avec des dates possibles. Là. Puis ces dates-là, ben, on sait que ça peut être c'est un mardi, ça peut être, on peut indiquer dans le Doodle un mardi ou l'autre, là, peut-être 2 dates, puis voir laquelle correspond le mieux, puis faire contact avec, lancer ça sur le site ou lancer un courriel à tout le monde. Passer aussi peut-être, c'est sûr, passer soit à Gaston ou à Guillaume là, la date retenue. Mais en tout cas, je pense qu'il faudrait qu'on discute de ça au niveau peut-être de la coordination, voir si c'est quelque chose qui peut être regardé, de quelle façon on amène ça aux membres là, pour que ça soit fonctionnel le plus possible. En tout cas, moi, j'ai regardé, là, je suis en train de regarder vite fait, puis dans le fond, il y en aurait un que je manquerais et ce serait celui du 26 juillet, que je vais être en vacances. OK. Fait que c'est sûr que moi de même, le 28 juillet. C'est pendant les semaines de la construction. Il faudrait peut-être regarder celui-là. Oui, effectivement. Ben écoutez, je m'arrête là-dessus. Je vous remercie. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci bien. Bye-bye. Merci. Bye. Merci, bye. Bonne journée. Jacques, si tu m'entends encore, c'est enregistré. Ah, tu viens de nous quitter. OK. J'enverrai le lien à tout le monde.